Alors qu'il dispose d'un harem de concubines, l'empereur fréquente les prostituées. Bonsoir, mesdemoiselles. Allons-y. Bien sûr, avec plaisir. Il fume de l'opium alors que la consommation de cette drogue, introduite dans le pays par les Britanniques, est punie de mort par décret impérial. Sa santé ne résiste pas longtemps à ces excès. Il meurt en 1874, avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans. À en croire les annales de la cour, Tsui aurait déclaré, bouleversé, « Je croyais pouvoir être heureuse une fois mon fils empereur. À sa mort, je suis devenue une autre, car c'en était fini de mon bonheur. » Mais Tsui n'a pas le temps de sombrer dans le chagrin. Car Alout, l'épouse du défunt empereur, est enceinte. Si elle donnait naissance à un fils, celui-ci serait l'héritier du trône. Et c'est la jeune veuve qui assumerait la régence à la place de Tsui. Mais Tsui agit en fin stratège. La nuit même du décès de son fils, elle convoque les hauts dignitaires de l'Empire. Le plan de Tsui équivaut à un coup d'État. Messieurs, j'ai décidé de convoquer le Conseil d'État pour régler une question de la plus haute importance. La désignation du successeur de mon fils. Mais la succession est assurée, je ne vois pas le problème. Que veut-elle dire? Majesté, je vous rappelle que l'impératrice attend un enfant. Et d'ailleurs, elle doit bientôt accoucher. Si les dieux sont assez cléments pour qu'elle donne naissance à un garçon, la succession de l'empereur Tongzhou sera assurée. Messieurs les membres du Conseil, vu les épreuves que la Chine doit affronter en ce moment, le trône impérial ne peut pas rester vacant une seule journée. Il est donc clair que notre salut ne peut venir que d'une seule personne. Il s'agit du jeune fils de ma sœur, Zetian. Avant même que son arrogante décision n'ait le temps de susciter la moindre résistance, Tsui envoie chercher son neveu de 3 ans. Guangxu, le nouvel enfant empereur, est promis au même sort que son prédécesseur. Dans l'Empire du Milieu, le temps suspend son cours. Résolu à préserver la grande tradition impériale chinoise, Tsui dirige la cité interdite d'une main de fer. Cependant, elle ne perçoit pas les signes avant-coureurs du déclin. En 1795, un émissaire britannique avait parlé de la Chine en ces termes. L'Empire chinois est un vieux vaisseau de guerre fissuré. 100 ans plus tard, à l'aube du XXe siècle, rien n'a changé.
Les conditions de vie et de travail sont catastrophiques. Le système judiciaire barbare. Les étrangers ont certes introduit le chemin de fer dans l'Empire, mais le dragon couché est perçu comme un engin diabolique, car ce moyen de transport menace l'existence même de centaines de milliers de portefaix. Tsui, elle non plus, ne voit pas d'un bon œil les avancées techniques des diables occidentaux. Et pourtant, elle ne jure que par une nouvelle teinture venue de Paris qui colore les cheveux, mais pas le cuir chevelu. Avec l'âge, la coquetterie tourne à l'obsession chez le vieux Bouddha, comme la surnomment ses intimes. Qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi ça. Tu dois être folle. Idiote, tu n'es qu'une maladroite, fiche le camp. Disparais! D'après une anecdote, elle aurait exigé qu'on recolle sur sa tête les cheveux arrachés. J'ai horreur d'attendre. En puisant dans les fonds destinés à l'urgente modernisation de la marine chinoise, Tsui fait bâtir un nouveau palais d'été. Ce bateau en marbre, réservé aux distractions de l'impératrice, sera le seul navire construit sur les fonds de la marine. À partir de l'année 1899, les membres d'une société secrète laissent exploser leur colère trop longtemps contenue. Mais pas contre Tsui et les Qing au pouvoir, non. Contre les diables occidentaux, les étrangers. Car c'est à eux que la secte des boxeurs impute le déclin de la Chine. Dans la cité interdite, on ne sait comment réagir à ces actes de violence. Doit-on purement et simplement réprimer cette rébellion comme on l'a fait avec toutes les autres? L'empereur Guangxu, la marionnette de Tsui sur le trône du dragon, redoute la réaction des étrangers en cas de provocation violente. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si nous devons soutenir cette secte hostile aux étrangers. Je crois que ce serait une erreur. Je suis d'un tout autre avis. S'il est vrai que nous ne pouvons nous fier à de simples croyances, je pense en revanche qu'il serait sage de respecter la volonté du peuple. La Chine est faible. Il n'y a qu'une chose qui l'agrandira, la force de la voix populaire. Tout au long de son histoire, il en a toujours été ainsi. Sur les conseils de Tsui, un décret impérial est promulgué qui stipule que les bons éléments parmi les boxeurs seront intégrés aux troupes régulières chinoises. Quant aux mauvais éléments, ils doivent être pacifiés, quoi que cela veuille dire. Par ce décret, estime-t-on alors, Tsui donne carte blanche aux boxeurs pour entamer leur entreprise de destruction xénophobique. Le quartier des légations se situe à proximité de la cité interdite. Il abrite environ 3300 diplomates, leurs familles, ainsi que quelques dizaines de soldats chargés de la surveillance. En juin 1900, les boxeurs attaquent le quartier des légations. Les assiégés parviennent à leur résister pendant 55 jours. L'offensive sera définitivement stoppée par l'arrivée d'un corps expéditionnaire étranger fort de 45 000 soldats. Mais Tsui a déjà révisé son jugement.
Les boxeurs, estiment-elles désormais, ne sont que des vagabonds qui incendient les maisons et tuent les gens, provoquant ainsi une situation chaotique. Serviteur, ici! Va leur demander de cesser les combats. Ils font un bruit assourdissant. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Allons, tu devrais déjà y être. Son existence passée derrière les murs de la cité interdite l'a manifestement privé de tout sens des réalités. On avait l'impression qu'un groupe de Mandchous conservateurs était à l'œuvre à la cour impériale. Ils semblaient incapables de passer à l'action sur le plan politique. Et cela pouvait s'avérer catastrophique pour la Chine. Cette révolte des boxeurs a eu une conséquence à court terme. Les puissances occidentales ont mobilisé un corps expéditionnaire qu'elles ont envoyé en Chine. Ce corps expéditionnaire a fait route vers Pékin, bien déterminé à s'emparer de la capitale, si bien que l'impératrice Tse-hi s'est vue contrainte pour la deuxième fois de fuir la capitale. Qui aurait cru qu'on en arriverait là, aurait-elle déclaré en apprenant que les troupes des puissances occidentales sont aux portes de Pékin. En arriver là, c'est-à-dire se déguiser en paysanne pour masquer sa fuite. À l'automne 1900, Tse-hi et l'empereur Kwangchu fuient la cité interdite. Près d'un demi-siècle auparavant, elle avait pénétré dans ce lieu sacré où tout devait concourir à l'harmonie cosmique. Son règne n'a fait que retarder la chute inévitable de l'ordre ancien. Après la fuite de Tse-hi, l'aura de la cité interdite est à jamais détruite. Les étrangers, qui ne tardent pas à s'emparer de la capitale, font honneur à leur réputation de barbares. Ils pillent des pans entiers de la cité interdite. Ce palais impérial, considéré pendant des siècles comme le centre de l'univers par les Chinois, est reconverti en caserne par les puissances conquérantes. Un diplomate français écrit cependant avec déférence « Les choses ici affichent un faste jamais vu, auréolé d'ancienneté et de mystère. C'est une seule et même salle, grandiose et sombre, tout en or fané. La cité interdite n'a rien perdu de son pouvoir de fascination. Elle est et reste le témoignage éloquent d'un monde disparu et d'un temps longtemps suspendu.